Bonsoir à tous. Un seul titre pour le sommaire de l'actualité internationale. Le capitaine Moussa Dadis Camara aurait quitté la Guinée pour le Maroc selon son entourage. Il était condamné pour 20 ans de réclusion criminelle et gracié en fin mars dernier par le général Mamadi Doumbouya. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. L'administration Trump a annoncé lundi 14 avril le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université Harvard, l'une des plus prestigieuses au monde après son refus de se plier aux exigences de la Maison-Blanche. Harvard, comme d'autres universités américaines, a été le théâtre d'une mobilisation étudiante contre la guerre menée par Israël à Gaza et ciblée par la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Suivez. Le ministère de l'Éducation a annoncé le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions, dénonçant un climat de harcèlement envers les étudiants juifs sur les campus. Harvard est dans le viseur, soupçonné de laisser prospérer l'antisémitisme. En mars, le gouvernement américain avait déjà menacé de couper jusqu'à 9 milliards de subventions fédérales, exigeant des réformes sur la diversité et les contenus pédagogiques. Le président de Harvard, Alan Garber, a rejeté ces pressions, affirmant que l'université défendrait son indépendance et sa liberté académique. Columbia, autre prestigieuse université, a quant à elle accepté plusieurs exigences. Réforme des départements jugés sensibles, création d'un service d'ordre interne et possible arrestation de manifestants pro-palestiniens. Plusieurs étudiants étrangers ont récemment été interpellés, dont Mohsen Madawi, né en Cisjordanie, arrêté lors des rendez-vous de naturalisation. Au Gabon, élu avec un score à la soviétique de 90,35% des voix et 70,4% de participation selon les chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur, Brice Clotaire Oligui-Nguema n'attend plus que l'onction à la Cour constitutionnelle pour allonger de 7 ans de son bail à la présidence qu'il occupe depuis 20 mois. Après cette période de transition durant laquelle rien ne semblait pouvoir ternir son aura de tombeur de bongo, il devra faire face à de nombreux et importants défis. Suivez. Au Gabon, qui dit grand espoir, dit aussi risque de déception. Brice Clotaire Oligui-Nguema semble en être conscient. Tôt hier matin, alors que beaucoup de Librevillois peinaient à se remettre des festivités post-électorales, il a dressé un avertissement public à son équipe présidentielle. Les Gabonais attendent beaucoup de nous, a-t-il déclaré. 90,35%, c'est une preuve de leur détresse. L'élection était hier, on ne s'arrête pas sur une victoire. La victoire, c'est le travail qui continue. Un appel au sérieux, mais aussi une justification. Il assume de s'entourer d'anciens du régime Bongo, misant sur leur expérience pour affronter les défis à venir. Des défis politiques avec une large coalition à tenir, sociaux avec des attentes fortes sur l'eau, l'électricité, les routes, les écoles et surtout économiques, dans un contexte de budget ambitieux mais difficile à financer avec un pétrole à bas prix. Côté opposition, Alain-Claude Billy parle d'une élection tachée de fraude, mais accepte les résultats. Ange Kevin Zigou, coordinateur du Rassemblement des bâtisseurs, rejette ces accusations. Les vieilles habitudes, c'est lui qui les connaît. Moi, je ne les ai pas retrouvées dans cette élection. Les Gabonais ont pu constater un réel changement, affirme-t-il, tout en saluant le fair-play de son rival. Zigou a aussi annoncé le 14 avril que son mouvement deviendra un parti politique en vue des législatives. Une assemblée générale est prévue le 19 avril pour officialiser ces transformations, avec l'ambition d'en faire un pilier d'une future majorité présidentielle. Enfin, les missions d'observation internationale ont salué le bon déroulement du scrutin. Lors d'une conférence de presse conjointe, l'Union africaine, la CEAC, la francophonie et le Commonwealth ont félicité la maturité du peuple gabonais tout en pointant l'inégalité d'accès à l'espace médiatique. En Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara aurait quitté la Guinée dans la nuit du 13 au 14 avril 2025 pour le Maroc selon son entourage. Il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour sa responsabilité des commandements dans les massacres du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Mais il avait été gracié fin mars par le général Mamadi Doumbouya pour des raisons de santé. Regardons ensemble.
Le bouillant capitaine guinéen et ex-président de la junte a dirigé le pays d'une main de fer pendant une année de décembre 2008 à décembre 2009 et qui a bénéficié d'une grâce présidentielle le 28 mars 2025 aurait quitté la Guinée dans la nuit du dimanche à lundi pour une destination inconnue. En l'absence de toute annonce officielle, un proche collaborateur du capitaine Moussa Dadis Camara a confirmé à RFI son départ de Guinée. Oui, je peux vous confirmer que le capitaine Dadis a bel et bien quitté Conakry dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin pour le Maroc, a indiqué cette source. Le Maroc, un pays que Moussa Dadis Camara connaît déjà puisqu'il avait effectué un séjour médical au lendemain de la tentative d'assassinat le visant de la part de son ex-aide-camp, Toumba Diakité. Et cette fois encore, il y va en partie pour les mêmes raisons après plus de 2 années passées à la prison civile de Conakry. Une détention qui a impacté son état de santé selon son entourage. Une détention qui a impacté son état de santé selon son entourage. Il ne sera pas dépaysé et il va effectuer calmement des examens médicaux, a ajouté la source. Il avait été gracié suite à sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour crime contre l'humanité dans le rôle qu'il a joué dans le massacre de plus de 150 personnes lors d'un rassemblement dans un stade de Conakry le 28 septembre 2009. Cette libération avait suscité incompréhension et questionnement chez les organisations des droits humains, des partis civils et les victimes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que Dadis Camara s'est volontairement mis au vert ou est-ce qu'il a été tout simplement éloigné par les autorités? Reviendra-t-il en Guinée? Autant de questions sans réponse. Alors que les pourparlers entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 continuent à Doha sur le terrain, la situation reste tendue. Dans certaines zones du Sud Kivu, la tension est palpable, notamment où les Wazalando, des combattants alliés au FARDC, mènent des incursions et attaquent des localités qui étaient jusque-là sous contrôle de l'AFC M23. Lundi 14 avril, des tirs ont résonné dans le secteur nord de Katana, situé dans le territoire de Kabaré, au sud du lac Kivu. Ces affrontements qui ont débuté à la fin de la semaine dernière se sont intensifiés cette semaine en particulier dans le groupement d'Irambi Katana, une zone qui abrite 2 centres commerciaux de la zone, à savoir Katana Centre au sud et Kabamba au nord, séparés par une dizaine de kilomètres. Ces 2 localités ont été durement touchées par les combats. Depuis 10 heures de lundi 14 avril, des tirs ont résonné dans le secteur nord des Katana, situé dans le territoire des Kabars, au sud du lac Kivu. Selon des sources locales, les affrontements ont été déclenchés par une embuscade tendue par les Wazalendo contre les combattants du M23. Les combats se sont concentrés autour du centre Kabamba et de la localité voisine de Mabingo, située à au moins 2 km au nord des Katana, à environ 10 km de distance. Armés principalement de fusils AK-47 et parfois vêtus de treillis, ces Wazalendo originaires du haut plateau des Kalel sont les seuls acteurs présents sur le terrain et mènent des affrontements contre le M23. Face à l'intensité des combats, les habitants des Kabamba ont fui, abandonnant notamment les plus grands marchés de la localité qui s'étirent chaque lundi et vendredi. En fin de journée, un calme précaire semble être installé dans la zone. Les combattants du M23 ont commencé à reprendre les positions perdues plus ces derniers jours. En début de la soirée, les forces du M23 ont déployé leurs troupes le long de la route nationale numéro 2 entre Kavumu et Katana, renforçant leur présence dans ce tronçon jusqu'à Kabamba. À présent, au Bénin, le cyberactiviste Steve Amosso sera fixé le 26 mai prochain sur son sort devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procureur a requis lundi 14 avril contre lui 2 ans d'emprisonnement et 1 million d'amende pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion. Le parquet lui attribue des chroniques audio du vitrol sous le pseudonyme Frère Hunvi, abondamment relayées sur les réseaux sociaux. Il a été enlevé à Lomé au Togo où il vivait et remis à la police béninoise le 12 août 2024. Pour le procureur, il n'y a aucun doute.
qu'Esteve Amoussou est le frère Hunvi. Il affirme que l'intéressé en personne l'a reconnu à l'enquête préliminaire, sa sœur également. Puis il partage des constats. Tout d'abord, depuis qu'Esteve Amoussou est en détention, les chroniques se sont arrêtées. Ensuite, les premières déclarations d'un de ses avocats à la presse pendant sa garde à vue le désignaient comme frère Hunvi. Le procureur lit alors quelques extraits des chroniques, s'indigne et le qualifie de menaces, d'insultes amplifiées par l'anonymat. La liberté de parole a des limites et le monde est ordre. Il faut parler juste, recommande le magistrat qui conclut que Esteve Amoussou est coupable de 3 infractions. Les avocats de l'accusé répliquent avec véhémence. Il accuse le procureur de vouloir condamner sans preuve. En matière pénale, il n'y a pas d'affirmation, il y a de preuves, il y a des indices. Il appartient à celui qui allège des faits d'en apporter la preuve. Dans le cas d'espèce, on n'a pas eu de preuves, on n'a pas eu d'indices, on n'a eu que des affirmations gratuites du procureur qui doivent être balayées du revers de la main, a déclaré maître Herman Yohofan. De son côté, maître Mba Parapé ironise: nous avons eu une belle construction intellectuelle et lyrique du procureur, mais il n'a rien prouvé. La ligne de défense sera la même pour tous les avocats. Tous les conseils plaident la relaxe. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon suite de programme et à demain.